Après ce tour d'horizon sur l'histoire et l'activité de l'homme sur Terre, on peut lister un certain nombre d'égarements, de fourvoiements, de fausses routes. Tout d'abord, les schémas économistes. Au XVIe siècle, lorsque nous nous sommes accaparés les ressources naturelles des Amériques, la quantité de richesse qui nous est parvenue était incommensurable. Il était impossible pour quiconque de penser qu'un jour on en viendrait à bout. Les schémas économistes ont donc considéré les ressources naturelles comme flux, il n'y a qu'à taper dedans. Malheureusement, certaines ressources sont de type fini, dès qu'on les exploite, on réduit le stock. D'autres ressources sont de type renouvelable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les exploiter plus vite qu'elles ne se régénèrent. Il serait bon que les économistes intègrent ces notions dans leur schéma. Un autre égarement est la croissance exponentielle. Toute progression d'un certain pourcentage par an revient à multiplier par 2 au bout d'un certain nombre d'années, exactement log de 2 sur log de 1 plus le pourcentage. Une augmentation de 2% par an revient à multiplier par 2 tous les 35 ans. Toute personne qui est allée à l'école, surtout dans les hautes études, connaît la légende de l'échiquier et des grains de blé. Le sultan, pour remercier l'inventeur de l'échiquier, lui demande ce qu'il désire comme récompense, et celui-ci de demander simplement 1 grain de blé sur la première case, 2 sur la seconde, 4 sur la troisième, 8, 16, 32 et ainsi de suite. On multiplie par 2 sur chaque case. Le problème est que l'échiquier a 64 cases et qu'il faudrait 2 puissance 64 moins 1 grain de blé pour remplir l'échiquier, soit plus de 18 milliards de milliards ou plus de 1000 ans de production actuelle. La modélisation mathématique n'a de sens en physique que si les conditions limites sont respectées, en l'occurrence la quantité de grains de blé disponibles dans les greniers du sultan. Nos élites devraient savoir cela. Or, comment se fait-il que dans notre monde actuel, tout soit basé sur la progression exponentielle de l'activité industrielle, activité produite avec des ressources de type fini? On peut se demander à quoi cela a-t-il servi de les envoyer à l'école. Pour ce qui concerne la maîtrise de la nature, c'est une vieille histoire. Elle a démarré au néolithique lorsque l'homme a commencé à dompter la nature, il s'est cru plus fort que les dieux. Ça s'est amplifié avec l'ère industrielle où il a percé des tunnels, creusé des canaux, lancé des ponts, modifié la nature à son bon vouloir avec ses machines. Le summum est atteint actuellement avec le réchauffement climatique et le soi-disant effet de serre. On voudrait nous faire croire que l'élévation de température est due à l'action de l'homme par effet de serre, alors que les variations de température sont dues à des phénomènes astrophysiques. Les variations de température sont toujours antérieures aux variations de gaz à effet de serre, et c'est donc la variation de température qui est la cause de l'effet de serre et non l'inverse. S'il y a confusion entre cause et effet, on peut se demander de quelle intelligence sont pourvus les savants du GIEC. Pour en revenir à la maîtrise de la nature, les catastrophes naturelles devraient ramener l'homme à un peu plus d'humilité, là encore. Un autre égarement est le progrès de l'esprit humain. Toute civilisation est basée sur un groupe d'individus qui se sont accaparés les ressources naturelles qui étaient à tous auparavant une bande de voyous en quelque sorte. Le cumul des richesses entre quelques mains a permis à certains d'entre eux, n'ayant pas de préoccupations matérielles, de développer les connaissances et les arts. Les divertissements populaires sont devenus arts de cour, les connaissances ont apporté le progrès technologique. De là à assimiler progrès technologique avec progrès de l'esprit humain, il n'y avait qu'un petit pas à franchir, ce fut vite fait. Il n'en fallait pas moins pour que la civilisation devienne vertueuse alors qu'elle était née d'une bande de voyous. Nous sommes néanmoins aujourd'hui dans une société où nous avons d'un côté le vertueux et de l'autre le méprisable.
le civilisé face au sauvage ou primitif, le lettré face à l'analphabète, l'artiste face au saltimbanque, le citadin face au pecno. Pourtant, personne ne peut démontrer en quoi un civilisé est meilleur qu'un primitif, suivant quels critères définis par qui. Il n'empêche que dire d'un individu qu'il est évolué a une connotation valorisante, alors que l'évolution n'est rien d'autre que la modification dans le temps sans jugement de valeur. Le civilisé aurait-il des leçons à donner aux primitifs? S'il est possible et facile de mesurer le progrès technologique, mesurer le progrès de l'esprit humain reste un exercice périlleux. Si l'esprit humain a tant progressé, comment se fait-il que les 7 péchés capitaux soient toujours au hit-parade? Il y a quelque chose qui cloche indubitablement. Ouvrons une petite parenthèse pour rappeler que les Gaulois refusaient l'écriture. Un homme doit savoir par cœur ce dont il a besoin pour vivre. À leur époque, les Gaulois étaient champions du monde de la métallurgie avec une organisation très sophistiquée. À méditer. Fermons la parenthèse. Je souris car je connais la fin du film. Nous la verrons à la prochaine vidéo. Et je me demande à quoi l'homme va-t-il pouvoir assimiler le déclin technologique qui s'annonce. Ce sera la revanche du pecno. Je vous remercie de votre attention et qui que vous soyez, je vous salue.